Non, moi je suis coach. Moi je suis coach. Bonjour à tous, on se retrouve pour ce 32e épisode. Vous l'entendez sûrement, j'ai la voix du matin. On devait avoir un enregistrement la semaine dernière, mais finalement ça n'a pas pu se faire. Du coup, on se retrouve à 7 heures pour enregistrer un nouvel épisode avec Eric Sévérac. Bonjour Eric. Bonjour Elliot. Tu vas bien? Très très bien. De retour de vacances, donc c'est parti. Il est un peu tôt, mais ça va être cool. Je sais pas si ça s'entend, mais ça va être cool. On va, comme d'habitude, revenir sur ton parcours, mais tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux te présenter? Voilà, donc je m'appelle Eric Sévérac, je suis entraîneur spécialisé un peu plus dans le football féminin maintenant depuis une dizaine d'années. Et puis je suis aussi expert en formation au niveau des entraîneurs suisses, surtout sur la région romande francophone de la Suisse. Demain, on va revenir sur ton aventure avec le football féminin et, comme tu l'as dit aussi, la formation. Mais ce qui m'intéresse dans ton parcours, c'est déjà la transition, on va y revenir plus tard, entre le masculin et le féminin et toutes les aventures que tu as eues. Mais tout d'abord, ton premier souvenir de foot, tu t'en rappelles? Oui, mon premier souvenir de foot, il est assez clair. Alors ça remonte pour certains à des années qui connaissent peut-être pas, mais c'est la Coupe du Monde 1978 en Argentine, avec une finale entre l'Argentine et la Hollande. Et mon souvenir, c'est tous ces petits confettis qui tombent des tribunes, avec une victoire argentine à la fin contre la Hollande, qui était une magnifique équipe, et puis un peu le football que moi je ressens, qui est un peu le football qui m'a inspiré. À quel moment tu t'es dit que tu voulais devenir entraîneur? Bah, c'est un petit peu un concours de circonstances. Donc moi j'étais joueur à Carouge et puis à Servette en Suisse. Et puis à un moment donné, j'ai eu une blessure, et puis mon entraîneur de l'époque, qui était aussi qui faisait partie des formateurs, des entraîneurs, m'a dit bah écoute, tu vas avoir une année d'arrêt, ce qui serait intéressant, c'est de te former. C'est jamais. Et puis à 21 ans, je suis parti un petit peu dans la formation d'entraîneur. Je dirais pas reculons, mais enfin voilà, pour découvrir un petit peu, puis pour m'occuper. Donc c'est un petit peu comme ça que c'est arrivé. Puis finalement j'y ai pris goût, et puis au fur et à mesure, en parallèle de ma carrière de joueur, je me suis formé progressivement, et puis pour atteindre la licence pro UEFA. C'était pas dur de être à la fois joueur et entraîneur? Et commencer sa carrière d'entraîneur, pardon. J'ai jamais été joueur et entraîneur de la même équipe, mais par contre non, je trouvais ça très intéressant parce que ça permettait aussi d'avoir, quand je dirais au niveau de l'aspect joueur, ça fonctionnait pas trop, etc. T'as toujours l'autre aspect qui est là, qui vient, et inversement en fait. Tu perds en tant qu'entraîneur, mais peut-être que t'as gagné ou que tu as fait un bon match en tant que joueur, puis tu relativises toutes les choses. Est-ce que du coup, en tant que joueur, ça t'apportait déjà une nouvelle vision du style je fais ça parce qu'on m'a dit ça, du coup ça a forcément un sens vu que tu commençais déjà à t'entraîner au coaching? Alors, je dirais pas tout de suite, mais assez rapidement. C'est vrai que, alors malheureusement pour les entraîneurs, je venais avec des questions, et parfois peut-être que c'était un petit peu soit gênant, soit déplacé, parce que peut-être que je maîtrisais pas tout à l'époque en tant que joueur, et puis la vision de l'entraîneur, elle est un peu plus, elle est différente, elle est sans doute spécifique. Donc, mais gentiment, oui. Et puis c'est pour ça que j'ai assez arrêté tôt ma carrière de joueur à 29 ans, pour justement me lancer dans cette carrière d'entraîneur où j'avais plus de plaisir. L'entraîneur que tu es, quand il commence, comment ça se passe après la fin de ta carrière? Tu te dis directement j'ai envie d'enchaîner, directement passer au coaching, ça se passe comment? Alors ouais, ça s'est fait assez naturellement en fait. J'ai toujours eu la passion du foot, donc je voulais rester dans le football, et du moment que j'ai arrêté, parce que j'avais plus de plaisir en tant que joueur, j'ai immédiatement enchaîné avec en entraînant 2 équipes, une école de foot et puis une équipe, pour justement coacher, et puis commencer à je dirais, à mettre les mains dans le pétrin, et puis à apprendre gentiment ce que c'est des enfants de 5-6 ans qui apprennent à jouer au football, et puis ce que c'est le management d'une équipe. Tu l'as dit, tu as commencé par la formation et la préformation.
quand on est jeune entraîneur comme toi tu l'as été, comment on arrive à... Le but déjà de ta carrière d'entraîneur, c'était de monter step by step, de passer par de la formation, pardon, pour après augmenter de niveau. Alors, j'avais pas de plan de carrière, en fait. J'ai toujours fait, en tant que joueur, j'ai choisi mes équipes par affinité. Là, je suis arrivé là-dedans, et puis en fait, et comme le football féminin après, j'ai essayé, ça m'a plu, je suis resté, j'ai appris. Mais c'est vrai que c'est pas facile de partir dans la formation après avoir été joueur, parce que en tant que joueur, t'es compétiteur. En tant que formateur, je dirais pas que tu ne l'es plus, mais tu dois aborder les choses complètement différemment. Donc ça, c'était un des aspects négatifs du début de ma carrière d'entraîneur, c'était d'avoir cet aspect compétitif, parfois, à des moments qui étaient pas du tout les bons. C'est dur à gérer ça ou pas? Ouais, ça a été, alors dur, oui et non, parce que assez rapidement, je dirais que mon épouse qui m'a suivi et qui m'a encouragé là-dedans était au match, regardait et puis en fait me disait certaines choses. Et puis j'ai eu aussi des rencontres avec des parents qui étaient parfois aussi des anciens joueurs et qui m'ont aussi aidé à dire mais attends, là c'était pas l'objectif de gagner, c'était plutôt voilà. Donc je dirais que c'est un ensemble de choses qui assez rapidement m'a fait bifurquer vers cet aspect formateur, apprendre, partager et puis faire progresser les jeunes. Justement, comment t'arrivais à faire progresser les jeunes joueurs que tu avais? Waouh. Alors dans un premier temps, tu as cette pas cette aura de joueur, mais tu as en tout cas la maîtrise technique, tactique, parce que tu as été encore dans le jeu ou tu es encore dans le jeu, et tu peux justement par l'exemple. Souvent au départ quand j'entraînais, c'était dans le même club que je jouais, et les jeunes pouvaient venir voir la première équipe. Et puis, justement, voir, c'est là qu'il faut être cohérent entre ce que tu demandes et ce que tu fais. Mais donc voilà, c'était assez naturel de procéder comme ça. Ce qui est intéressant dans ta carrière, c'est que tu vas passer du coup de la formation à être entraîneur principal. C'est à quel moment que tu as eu le déclic où tu t'es dit, ça y est, j'ai envie de devenir entraîneur principal? Je pense que le déclic, en fait, j'ai fait une douzaine d'années à peu près dans la formation, dans l'école de foot, donc jusqu'à de 5 à 14, 15 ans. Et puis c'était très intéressant, j'avais fait un peu le tour, et puis le fait de continuer ma formation d'entraîneur, c'est que tu arrives à des niveaux de diplôme qui font que tu dois mettre en pratique les choses, et automatiquement je suis parti un peu plus dans l'élite chez les jeunes pour pouvoir justement mettre en pratique. Alors ça a été à l'ETG à Évian-Tolon-Gaillard à un moment donné, ça a été à Genève beaucoup, à Servette, Carouge, chez les jeunes moins de 14, moins de 15, pour justement mettre en pratique et passer peut-être plus de l'aspect où on développe des compétences techniques à des compétences tactiques, et qui sont un peu plus touchy, un peu plus compliquées à mettre en place. Mais justement, il y avait le public, il y avait l'élite en face, et c'était vraiment très intéressant de passer comme ça. On va passer au chapitre du football féminin. C'est assez rare que tu passes directement de la préformation au football féminin. Comment ça s'est fait? Alors, toujours un petit peu par accident. En fait, à la fin de ma carrière d'entraîneur dans l'élite chez les jeunes, donc on m'a proposé un challenge de première équipe à Carouge, justement en 3e division. Et puis c'était pas du tout prévu. J'ai passé une merveilleuse année humainement. Sportivement, c'était un peu plus compliqué, mais humainement. Et puis à la fin, je me suis aperçu que c'était pas forcément ce que je recherchais. En tout cas, c'était pas le moment où je recherchais ça. Et donc j'ai arrêté. Le président m'a plutôt fait comprendre qu'il fallait arrêter. Et puis j'avais fait un peu le tour de tout. Et puis j'ai pris 6 mois de sabbatique. Et ma fille jouait au football. Et puis j'ai eu l'occasion d'aller la voir un peu plus souvent que d'habitude à ce moment-là. Et puis en faisant un petit peu le tour, je me suis dit mais en fait il y a rien qui est fait pour ces filles. Et puis mon épouse m'a dit si tu veux reprendre, je t'autorise uniquement si tu reprends dans le football féminin, parce que sinon je veux pas que tu refasses des sacrifices, etc. pour. Vas-y, excuse-moi. Donc et en parallèle, le Servette créait son équipe féminine
pas professionnelle, parce qu'au départ c'était pas professionnel, mais créer son équipe féminine. Et puis comme j'avais été au club, comme je connaissais les dirigeants, ils sont venus avec cette proposition. Je leur ai dit que je connaissais pas du tout le football féminin, mais que le challenge m'intéressait. Et donc voilà comment je suis arrivé un petit peu dans ce football féminin. Ça revient aussi à l'aspect de la formation, finalement. C'est-à-dire que t'entraînais des jeunes, et là, tu te dis, je dois construire un club, le structurer. Ça revient aussi à la formation. Exactement. Et puis le football féminin, on le voit un petit peu. Il y a une polémique actuellement en Suisse sur un match qui a été fait équipe suisse avec contre des moins de 15. Donc c'est un petit peu le niveau moins de 15, moins de 14, moins de 15, moins de 16 des équipes féminines. Donc ça correspondait bien à ce que je savais faire. Et donc je suis parti là-dedans assez sereinement. Comment t'as réussi à faire la transition entre le football masculin qui a ses spécificités et ses caractéristiques bien précises et construire une équipe de football féminin? Je suis arrivé et je me souviens que le premier discours que j'ai eu avec les filles, c'était « Je connais rien au football féminin. On va essayer de faire quelque chose. On se laisse 6 mois, on se donne 6 mois, vous et moi, pour essayer de se découvrir et puis de trouver un chemin, une voie. » Et assez rapidement, les choses ont très bien fonctionné. J'ai procédé un petit peu de la même façon que je le faisais avec des jeunes, et ça a très bien. Et en fait, le point, je pense, important, ça a été le sérieux que j'ai pu apporter à ce football féminin à ce moment-là, où c'était un petit peu, les gens venaient, mais voilà, juste pour s'occuper quelque temps. Voilà, et pas forcément travailler, mais c'était vraiment pour je gère une équipe, je fais quelque chose, mais il n'y avait pas un travail en profondeur. Et là, je pense que c'est le sérieux, l'implication qui a fait la différence, où les filles se sont aussi impliquées fortement. Est-ce que le fait d'avoir du temps, ça t'a permis justement de mettre encore plus ta philosophie et les choses que tu voulais mettre en place? Je pense que ça, c'est essentiel pour un coach, d'avoir du temps, d'avoir une perspective. On reviendra un petit peu plus tard peut-être à ce que j'aimerais faire ou ce que je veux faire vite. C'est vrai que j'ai toujours un critère, c'est d'avoir au moins 3 ans de contrat, c'est d'avoir au moins 3 ans de perspective pour pouvoir poser quelque chose. Parce que sinon, c'est impossible. Donc là j'ai eu, je dirais, carte blanche avec les dirigeants que je connaissais pour justement mettre en place les choses progressivement, pas à pas, et pas tout de suite mettre un cadre trop rigide à quelque chose qui était très libre, très freelance. Ta première saison, elle se passe comment? La première saison, Ça s'arrête. Relativement bien. On commence avec des résultats, je dirais, corrects, moyens. Et puis, il y a un déclic, et j'ai toujours dit que c'est un petit peu le départ de toute cette aventure que j'ai eue au club et que le club a vécu. C'est que on se qualifie à l'arrache pour un premier tour, un deuxième tour de Coupe de Suisse. Et puis, au 3e tour, en 8e de finale, on tombe contre une équipe de première division. Et le club décide de faire jouer ce match-là au stade principal. Pour la première fois. Et puis, normalement, on doit prendre une gifle. On perd 2-0 à 30-25 minutes de la fin. Et puis, par miracle, tout ce qu'on avait un petit peu travaillé, balle arrêtée, etc., on égalise, on revient à 2-2, on passe les prolongations et on se qualifie au tir au but. Et on va jusqu'en demi-finale ensuite. Et donc ça, c'est un petit peu le déclic qui a fait comprendre aux filles qu'en étant sérieuses, en travaillant, on allait y arriver, on allait arriver à quelque chose. Et puis en fait, en championnat, on a eu un petit peu le déclic aussi grâce à ça. Et en fait, on est rapidement remonté de la 4e ou 5e place à la 2e, puis de première. Et en fin d'année, on monte en première division, ce qui n'était pas forcément un objectif aussi court dans le temps. Voilà, les choses se sont très très bien goupillées, malgré le fait que il y avait presque 30 joueuses dans cet effectif et que il y avait des joueuses qui avaient pris des vacances, il y avait des joueuses qui avaient continué à prendre des vacances, mais on a réussi à former quelque chose d'assez intéressant et de compétitif pour pouvoir réussir une très très belle saison à la fin. Et justement, comment t'as réussi à faire du Servette un grand du foot féminin?
Ouh là là. Alors, je suis pas tout seul déjà à avoir réussi Pas tout à seul, oui, forcément, mais faire tout ça, mais voilà, c'est le travail en fait. Je pense que le travail a fait que à un moment donné, les bonnes personnes se sont rencontrées pour travailler, aussi bien les dirigeants que le staff, que des joueuses. Et puis assez rapidement, on a montré qu'on était sérieux, que qu'on voulait travailler sur du long terme. C'était pas juste un effet de manche que Servette avait voulu une section féminine. Et progressivement, il y a des joueuses qui se sont intéressées, il y a des joueuses qui étaient de Genève, mais qui étaient parties un petit peu soit à l'étranger, soit ailleurs en Suisse pour jouer en première division, qui sont revenues au club pour pouvoir apporter en fin de carrière leur expérience. Et puis bon an mal an, la deuxième saison en première division, on est longtemps en course pour la deuxième place qualificative pour la Ligue des Champions, mais on finit 4e du championnat, ce qui était pour un promu très très honorable. Et puis la troisième année, on est premier quand le Covid arrive, donc on a un titre de champion virtuel et on se qualifie de facto pour la Ligue des Champions. Donc c'est des étapes passées assez rapides, mais ce qui a été très très bien, c'est que le club a suivi derrière au niveau des infrastructures pour pouvoir justement apporter des terrains, des vestiaires, des physios, un staff, entraîneur de gardiens, de gardiennes, préparateur physique, etc. Et tout ça, beaucoup au départ en lien avec l'académie masculine du Servette. et avoir le logo, la marque Servette, ça a aidé. Alors, c'était un petit peu. Alors déjà, on est Servette féminin. C'est pas tout à fait le même logo. Et au départ, ça a été un petit peu difficile parce que on prenait la place du masculin, dans le sens où quand on a été promu, l'équipe masculine était en deuxième division et n'a pas été promue. Et nous, on a été promus. Et on a été mis devant la scène avec des infrastructures pas du tout professionnelles, donc c'était un petit peu compliqué à gérer. On avait des beaux équipements, parfois les jeunes n'avaient pas ces mêmes équipements au niveau des garçons, et c'était parfois un petit peu compliqué de cohabiter, mais assez rapidement, de nouveau, par le travail, par le sérieux, et puis par le respect en fait. On s'entraînait toujours après les garçons, encore à ce moment-là. Donc voilà, donc on a fait petit à petit les choses correctement, et puis on a réussi à s'intégrer dans cette masse Servette. Justement, tu l'as dit, vous allez vous qualifier pour les qualifs à la Ligue des Champions. C'est un premier grand aboutissement pour toi? Alors le premier grand applaudissement, ça a été le premier titre officiel de champion suisse, parce que c'était quelque chose finalement, vu le travail qui avait été fait depuis 4 ans, parce qu'à à la fin de la 4e année que ça arrive, c'était une consécration pour tout le club en fait, pour toutes les filles aussi, parce que certaines arrivaient en fin de carrière et donc il fallait pas faire une année de plus, donc il fallait vraiment réussir cette année-là. Et je crois qu'on a pas marché sur le championnat, mais on a fait une très très belle saison. On finit avec 7 ou 8 points d'avance au championnat régulier, je précise, parce qu'après il y a eu des changements au niveau de la ligue. Et donc ouais, c'était le premier aboutissement, et ce qui nous a permis un petit peu de nous faire reconnaître au niveau suisse, et puis un petit peu plus au niveau européen. Sur l'aspect tactique et du coaching, justement, comment tu as réussi à évoluer avec le niveau que t'emmenait le club? Alors c'est l'aspect un petit peu très difficile, parce que en fait tu commences avec un groupe, et puis malheureusement au fur et à mesure des exigences, tu dois te séparer de filles extraordinaires, parce que peut-être il n'y a pas le niveau technique, peut-être il n'y a pas le niveau physique, peut-être il n'y a pas la compréhension tactique, mais tu dois continuer parce que tu sais où tu veux aller, ou tu sais où le club veut aller, et tu dois continuer à avoir ces mêmes exigences. Donc on a progressé gentiment. Ma philosophie, c'est un petit peu la philosophie du football hollandais, avec une maîtrise du jeu, d'avoir le ballon, etc. Beaucoup de rigueur aussi, puis du pressing. Enfin, et donc, il a fallu le mettre en place, mais pas à pas, avec des choses au départ qui pas toutes ne comprenaient, mais elles ont toutes été très très demandeuses, très très volontaires, et ça a permis justement d'arriver à ce à quoi on est arrivé. Mais c'était pas facile de gentiment chaque année séparer de joueuses qui avaient fait un peu l'aventure, qui avaient fait le club aussi, mais parce que justement il y avait des exigences tactiques de compétition aussi qui arrivaient gentiment.
Le Servette, il va bien évoluer. Vous allez remporter pas mal de titres, même beaucoup de titres. C'est vraiment une fierté d'avoir mené aussi loin ce projet. Oui, oui, bien sûr que c'est une fierté parce que euh, il y a plein de choses qui sont le résultat d'un travail collectif. Ces titres que tu gagnes, c'est automatiquement tout un ensemble des dirigeants, des joueuses, du staff médical. Il y a tout un environnement qui fait que justement tu montes en puissance et que c'est l'aboutissement naturel d'avoir après ces titres qui tombent, mais c'est jamais anodin d'aller les chercher, d'aller les gagner. La preuve, c'est que les 2 dernières saisons, on gagne le championnat régulier, mais on perd le titre officiel euh, en finale du championnat. Ça, c'est très, très frustrant, mais par contre, ça montre une régularité parce qu'on a gagné 4 fois. Enfin, et puis après que je sois parti encore une 5e année, donc pendant 5 années, le Servette a gagné la saison régulière, mais a eu que 2 titres officiels. Donc c'est un petit peu ça qui est la continuité, c'est ça qui fait partie des belles choses qu'on a pu construire. Et puis, les aventures en Ligue des Champions ont été des moments aussi assez exceptionnels. Les infrastructures, tu l'as dit, elles ont pas mal évolué. Dans le foot féminin, faut être honnête, il y a beaucoup de clubs qui mettent une section féminine pour juste mettre une section féminine. Comment tu juges l'évolution du football féminin? Bon, ce que tu dis est tout à fait correct. Je pense que de plus en plus de clubs ont bien compris l'intérêt d'avoir une section féminine, mais pas simplement d'avoir le nom, mais d'avoir aussi ce qui va avec. Je crois que Barcelone vient d'officialiser le fait que au Camp Nou, l'équipe féminine aura son propre vestiaire et ne sera plus un lot où devra aller. Donc, c'est des pas, c'est des gains au petit à petit qui font mais il faut, je pense, que le football féminin se crédibilise encore plus pour pouvoir justement justifier. Moi, j'ai toujours dit aux joueuses, si on veut ça, il faut travailler pour l'avoir. Pas simplement le demander, parce que si on l'a sans rien faire, à un moment donné, on va aussi nous l'enlever peut-être sans rien faire. Et donc ça, c'était toujours mon discours, c'est on travaille, on fait nos preuves, et après on peut demander, on peut presque même exiger certaines choses, mais avant il faut travailler. Et donc je pense que parfois on va un petit peu trop vite aussi, on pense que justement d'avoir une section féminine, ça donne tous les droits, mais je pense qu'il faut aussi le mériter, montrer du sérieux, et puis parfois c'est un petit peu ce qui peut aussi poser problème, c'est qu'on croit que c'est facile de créer des équipes, mais c'est un travail de longue haleine aussi. Toi qui a joué la Ligue des Champions féminine, comment tu vois, t'as vu l'évolution du football féminin en Europe? Un club comme le Servette, il arrive à lutter avec les gros clubs féminins. Alors, je dirais que mon discours, il est assez clair. On a eu la chance à un moment donné au début, de régater avec ces équipes européennes, mais ça va devenir de plus en plus difficile parce que de plus en plus de championnats se structurent très 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 bien. Donc le Servette et les clubs suisses auront de plus en plus de mal de se montrer dans ces compétitions, en tout cas dans la Champions League féminine. Et puis parce que l'enjeu fait que tous ces clubs, tous ces championnats européens, Allemagne, Angleterre, France, etc., veulent de plus en plus d'équipes qualifiées et ne laisseront plus comme avant le champion, que les champions des clubs, des pays se qualifier. Et donc nous, on a eu cette chance extraordinaire d'arriver à un moment donné où on a fait partie des 16 meilleures équipes et de se qualifier pour le tour final de la Ligue des Champions. Mais c'est des choses qui seront de plus en plus exceptionnelles et c'est pour ça aussi que l'UEFA crée cette deuxième compétition Europa pour justement faire en sorte que ces clubs, ces pays puissent avoir aussi une compétition européenne et puis puissent aussi vivre ce genre de rencontres. Mais la Ligue des Champions féminine en soi va devenir, comme pour les clubs suisses masculins, de plus en plus Compliqué. et très très difficile à décrocher. Pourquoi tu quittes le club en 2023? Je quitte le club en 2023 parce que je tire les conséquences de 2 défaites consécutives en finale du championnat. 2, parce qu'après 6 ans, j'ai été très fatigué parce que c'est un investissement de
tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous avez des appels, vous avez des échanges, vous avez pas de vacances parce que vous devez vous projeter sur les saisons suivantes avec le recrutement, etc. Donc c'était très très épuisant. Et puis aussi parce que le club avait sans doute une autre perspective. Moi, je voulais plus reprendre un petit peu l'ADN du club, c'est-à-dire aller rechercher des jeunes, aller rechercher des francophones pour aider l'équipe, et notamment une joueuse en particulier qui s'appelle Noémie Bonnet, qui vient de signer à Manchester City, qui a fait le titre cette année avec les Young Boys de Berne. Voilà, c'est un petit peu ça mon credo. Et puis il fallait s'engager aussi sur 2-3 ans, et je voyais ça un petit peu comme quelque chose de trop long dans la durée, de rester aussi dans un club, parce que il y avait aussi un petit peu peut-être parfois aussi pour les joueurs, cette monotonie d'avoir peut-être le même coach, la même tête, et donc assez naturellement, j'en avais parlé avec ma capitaine en début de saison, sur le fait que sans doute ce serait ma dernière saison. J'aurais aimé qu'elle se termine par un doublé. On a gagné que la coupe cette année-là, mais voilà, on a fait une très belle saison. On a été invaincus. Mais c'était assez clair et assez vite. Je dirais la décision a été faite après le coup de sifflet de la finale perdue. J'ai annoncé que j'arrêtais. C'était assez clair pour moi. Mais ouais, les éléments que je viens de mentionner étaient les principaux. Après le Servette, tu vas rejoindre le FC Sion. Pourquoi et comment il t'a approché? Alors, il faut savoir que j'ai déjà fait une année sabbatique. Ouais. Pour récupérer, pour aller voir. J'ai pas mal voyagé pour aller en Allemagne, voir comment ça se passait, en Hollande, en France aussi. Donc pour pouvoir me projeter un petit peu dans autre chose que le football suisse. Et ça a été très très enrichissant. Et puis en parallèle, j'ai déménagé en Valais, donc du côté de Sion. Et puis ce club, où certains dirigeants m'avaient déjà contacté depuis plusieurs années, parce que je suis originaire de là-bas. Ça faisait sens pour eux de m'approcher et puis de vouloir monter un projet. Malheureusement, ce projet était pas du tout celui auquel je m'attendais, et assez rapidement je me suis rendu compte que je m'étais complètement trompé sur les personnes, sur le projet, et sur des objectifs qu'il y avait en place. Donc j'ai fait que 3 mois, parce que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Justement, il y a plusieurs interviews où tu dis que t'es vraiment frustré parce que t'as pas d'accroche du club. Ça se passait comment, véritablement? Alors, au-delà du club, parce que le club peut avoir ses limites, et ça c'est pas un souci, c'est que on voulait, la ville, etc., voulait promouvoir ce football féminin, et en fait, concrètement, il y avait rien qui était réalisé pour les joueuses. Et au-delà de ma personne en particulier, c'était vraiment pour défendre à nouveau ce football féminin, et puis de proposer quelque chose de correct. C'est pour moi impossible de ne pas savoir du jour au lendemain sur quel terrain, comment on va s'entraîner, avec qui, etc. Donc ça, c'était vraiment, je crois que pendant mes 3 mois, je suis sûr, pendant mes 3 mois au club, j'ai jamais joué une seule fois à Sion. Et ça, c'est pour moi assez symptomatique de problème. C'est que tu parlais d'infrastructure tout à l'heure, et en fait, pour moi, c'est la base. C'est avoir un lieu. Et en fait, quand à Servette, on a enfin eu notre lieu à nous, où les filles ont eu leur lieu à elles, ça a été le début de quelque chose de très très fort, de très très puissant. Et donc, avec cet acquis, moi, c'était des éléments que j'avais exigés, que j'avais demandé pour pouvoir pas accélérer le projet, parce qu'on peut pas aller plus vite que la musique, mais justement de mettre des bases solides. Et tout ça n'a pas été suivi de conséquences, donc automatiquement, je n'avais pas envie de perdre mon temps là-dedans. Aujourd'hui, c'est quoi ton regard sur ce passage? De nouveau, comme tous les passages, qu'ils soient positifs ou négatifs, ils apprennent énormément sur l'aspect humain. Et puis, de faire ce genre d'erreur, de faire des erreurs, fait toujours grandir. Donc, automatiquement, je sais encore plus aujourd'hui ce que je ne veux pas du tout faire et ce que je veux vraiment faire. Donc, c'est pour ça que ça aide. Et puis, automatiquement, il y a eu des rencontres assez extraordinaires avec certaines personnes et certaines joueuses que je continue de voir et avec qui je continue d'échanger. Donc, pour moi, l'aspect humain est toujours
quelque chose de très positif dans toutes ces aventures. Tu l'as dit, entre ta période à Servette et ta période à Sion, il y a une année sabbatique. Ça t'a permis de découvrir le football féminin européen, véritablement? Alors, de le découvrir pas forcément, mais de le préciser encore, hein, parce que depuis maintenant 2015 et la Coupe du Monde au Canada où j'étais, je suis toutes les compétitions internationales. Là, il va y avoir l'Euro en Suisse. J'ai une quinzaine de matchs auxquels je vais assister. Donc ça, c'est super intéressant. C'était plutôt d'aller dans le concret, c'est-à-dire d'aller dans le club en lui-même, parce que quand tu es entraîneur d'une équipe, ben automatiquement l'entraîneur adverse, ou en tout cas l'entraîneur du club te voit un petit peu comme quelqu'un qui pourrait être en compétition avec lui. Et en fait là, le fait de pouvoir aller visiter, de passer une semaine à Francfort, de passer une semaine à l'Ajax, etc., ou d'échanger avec les entraîneurs de Lyon, c'était quelque chose de très intéressant. Et puis surtout sans la pression de devoir rentrer à la maison pour pouvoir aller faire l'entraînement, etc. Là, il y avait vraiment une tranquillité, et puis d'aborder un petit peu tous les aspects sans tabou, en fait. Aujourd'hui, toi, qu'est-ce qui t'intéresserait comme projet à apprendre? Moi, je suis dans l'attente d'un projet, comme je t'ai dit tout à l'heure, où il y a quelque chose sur 3 ans qui se construirait, ou bien qu'il faudrait préciser. Aujourd'hui, il y a des projets comme ça qui s'ouvrent au Portugal, qui s'ouvrent dans différents pays européens. Je dirais pas de seconde zone parce que ce serait malhonnête de ma part, mais en développement. Et puis ça, c'est quelque chose d'intéressant, mais aussi d'aller vivre une aventure dans un de ces gros championnats. J'apprends l'allemand pour pouvoir aller justement voir du côté de l'Allemagne, parce qu'il y a eu 2-3 contacts, mais automatiquement c'est un petit peu limitant. Mais aussi l'Angleterre, la France, l'Italie, tout ça, c'est des championnats intéressants pour pouvoir justement mettre en place quelque chose. Mais de nouveau, ce qui bloque souvent, c'est cet aspect de 3 ans pour pouvoir poser un projet. Aujourd'hui, on est plutôt dans du one shot, une année on fait, puis on regarde comment ça se passe. Moi, ça me plaît pas du tout. Donc voilà, ça c'est un projet. Et puis pourquoi pas aussi une équipe nationale, de développer quelque chose, soit avec les jeunes, soit avec une équipe A, parce que c'est quelque chose aussi. Quand on prend de l'âge, on arrive aussi à beaucoup plus maîtriser ces petits stages de 10 jours à peu près, dans lesquels il faut être très très et très intense et très précis. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui me plairait. Donc voilà. Et puis la troisième option, c'est aussi le football masculin, puisque je le connais. Alors pourquoi pas en tant qu'assistant dans une équipe professionnelle dans un premier temps, parce qu'il faut aussi être humble. Et puis il y a des choses qui sont complètement différentes aussi dans ce monde professionnel. Donc voilà, il y a plein de choses. Il n'y a pas d'urgence. Donc j'attends la bonne opportunité ce coup-ci, et je me précipiterai pas. Sans dire de nom ou quoi, t'as déjà eu du coup des opportunités de proposition que d'un an? Oui. Alors depuis que j'ai arrêté à Servette, il y a une dizaine de clubs en Europe qui ont pris contact avec moi, mais pour des aventures, et même là typiquement récemment, c'était juste pour pas faire les éliminatoires de la Ligue des Champions féminines qui ont lieu en juillet-août, pour essayer de qualifier cette équipe pour aller plus loin. Donc on fait 3 mois et puis on regarde comment. Non, voilà. Mais voilà, c'est le football féminin se masculinise, et donc automatiquement on a les mêmes choses que dans le football masculin. Dans 3 ans, Eric Sévérac, c'est qui, c'est où et pourquoi? Je pense que c'est à l'étranger, parce que c'est vraiment quelque chose qui à un moment donné m'intéresse fortement, surtout humainement, de découvrir une autre culture, autre chose. Donc je me vois tout à fait dans 3 ans dans un projet, et peut-être qu'à ce moment-là même un projet d'1 an ou 2 pour faire l'affaire. En attendant, ce que je veux, c'est vraiment rester au contact de ce football féminin, mais avec les contacts que j'ai, c'est quelque chose d'assez sûr, et puis pour continuer à se perfectionner, ça c'est évident. Et puis à donner des cours, puisque je donne toujours des cours aux entraîneurs pour pouvoir justement les guider un petit peu dans ce football féminin, et puis pourquoi pas de donner des exemples, des pistes à suivre pour pouvoir faire encore évoluer tout ça.
Eric, je veux te remercier pour cet épisode du podcast. Merci à toi. Et nous, on va se retrouver la semaine prochaine. Merci Eric. Merci, à tout bientôt. Au À revoir. bientôt. Non, moi je suis coach. Moi je suis coach.